Bienvenue dans Aparté, le podcast qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui innovent dans le monde merveilleux de l'information. Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes. Je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo. Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias. Notre invitée pour cet épisode s'appelle Marine Munier. Elle nous a contactés avec sa consoeur Delphine Taillac après avoir écouté Aparté. Toutes deux ont créé un collectif nommé Antidote pour proposer des sujets de journalisme de solution, une manière de traiter l'info qui semble beaucoup plaire à la nouvelle génération. Alors, de quoi on parle ? Recevoir tous les jours des mauvaises informations qui nous disent qu'on va tous mourir, qu'on va être au chômage tous et que la planète elle va devenir de plus en plus chaude et que tout le monde et que ça va être la crise avec Trump partout, etc. Ça finit scientifiquement d'ailleurs par créer en fait un repli, un rejet, parce qu'on est passif devant l'information. Les études montrent que lorsque l'on propose des solutions, ça fait réfléchir les gens et ça les rend plus intelligents. Donc c'est pas un truc de bisounours, c'est plutôt un catalyseur pour passer de l'information, on va dire simplement négative, je dirais l'information passive à une information active. Donc c'est pas plus gentil, c'est juste un tout petit peu plus dynamique. On vient d'entendre Benoît Raphaël, qui est un grand nom, on va dire, de l'innovation dans le monde des médias, et notamment qui a créé une offre payante de reportage de solutions pour le site de Nice Matin. Bonjour Marine. Bonjour. Tu es en direct via Discord, en direct de Toulouse. Alors on va commencer par parler donc de journalisme de solution avec toi avant d'évoquer le fait que vous avez créé avec Delphine un collectif. Est-ce que la définition que tu viens d'entendre de journalisme de solution, ça te convient ? Oui, ça me parle parce que, en fait, on fait le constat que la réalité, quand on est journaliste, en fait, on veut décrire la réalité, et la réalité, c'est pas forcément que l'aspect négatif des choses. C'est aussi parler des gens qui agissent pour trouver des solutions, pour répondre aux problèmes de la société. Et donc, c'est important aussi que nous, journalistes, on s'empare de ces sujets et qu'on soit constructif. Donc, effectivement, c'est important, ça me parle. Et aussi, ce qui me parle dans ce son, c'est l'aspect, on amène les lecteurs à l'action, on amène les citoyens en fait à se bouger en fait après la lecture d'un article, parce qu'on n'est plus dans l'apathie. Ah bah non, de toute façon le monde est pourri, on peut plus rien faire. En fait, c'est possible. Il y a des solutions qui existent. Souvent, en journalisme de solutions, on présente clairement ces solutions, on dit comment les faire, et comme ça, le citoyen peut s'en emparer. Alors, toi et Delphine, vous vous présentez comme des spécialistes de ce journalisme de solution. Mais bon, il y a des journalistes qui sont spécialistes de politique, d'autres qui sont spécialistes de santé, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment un sujet de spécialisation ? Est-ce que c'est pas plutôt une méthode, le journalisme de solution ? Oui et non. En fait, le journalisme de solution, c'est une méthode, parce qu'en fait, il y a vraiment des choses concrètes à appliquer. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu ? Oui, alors par exemple, quand on présente une solution, il faut absolument présenter les preuves que cette solution marche. Si on dit que telle technique a permis de préserver la biodiversité d'un espace marin, il faut qu'on dise qu'il y a des scientifiques qui ont étudié cette technique sur 5 ans et que effectivement, c'est prouvé que cette solution marche. C'est pas juste la présenter. C'est pas juste quelqu'un qui a eu une idée dans son garage et qui la présente comme ça, quoi. Exactement. On se méfie justement des projets, on se méfie justement moi, je vais changer le monde avec des bouquets de roses. C'est justement tout le côté concret de la solution, c'est déjà appliqué, ça a déjà fait ses preuves. Mmh. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est important. Dans un article de solution, en fait, on va présenter les limites de la solution aussi. C'est pas grave si la solution n'est pas parfaite. Il faut aussi dire la réalité des choses. Ça peut toujours inspirer, en fait. Ça peut toujours inspirer les lecteurs que de voir que ils ont commencé à aller sur ce chemin-là. Ils n'ont pas encore trouvé. Il y a eu des limites sur cette solution, mais ça peut inspirer le lecteur pour lui avancer de son côté, quoi. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez signé toutes les deux un article dans Médiacité sur les cantines toulousaines. Ouais. Je vais lire 2-3 lignes comme ça pour donner un peu l'idée. Le titre, c'est
bio dans les cantines, comment Toulouse pourrait être meilleur élève. Et le chapeau commence, le marché du bio grignote du terrain dans les cantines scolaires. Toulouse a suivi le mouvement en allant jusqu'à consacrer au bio 33% de son budget cantine en 2013. Mais depuis l'élection de Jean-Luc Moudenc et à contre-courant de la tendance nationale, ce chiffre a baissé. Alors, je prends cet exemple. Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment vous avez fait cet article, et comment vous avez procédé sur ce sujet? Alors en fait, il s'avère que la mairie de Toulouse se vantait en fait d'être bonne élève dans le domaine du bio, donc dans les cantines. Nous, on se disait, on va voir comment est-ce qu'elle peut faire mieux. Au fur et à mesure des discussions et du travail d'enquête, parce que c'est un réel travail d'investigation, souvent le journalisme de solution, on s'est rendu compte que finalement, certes, c'est une bonne élève, la ville de Toulouse, mais en fait, elle avance plus, elle ne progresse plus, là où toutes les autres villes continuent de progresser. On a vu avec Médiacité, en fait, on a choisi de prendre cet angle de papier, et après, on s'est dit, on va aller vers ceux qui continuent de progresser, vers les villes qui continuent de progresser en bio, pour voir quelles sont les techniques qui seraient applicables à Toulouse, bien sûr, dans la mesure du possible. Donc du coup, en général, vous partez toutes les deux d'un sujet d'actu et vous allez chercher des solutions, ou ça peut arriver de partir d'une solution et de voir un petit peu ce qu'elle amène. Il y a les deux possibilités. En fait, la comparaison marche beaucoup. Souvent, on fait ça en journalisme de solution, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on se dit, dans quelle autre ville est-ce qu'ils ont fait mieux? Quel acteur a fait mieux? Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer pour faire mieux? Et du coup, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que ça va pousser la municipalité à se dire, tiens, moi, je pourrais peut-être, avec un peu de chance, ça va pousser la municipalité à se dire, tiens, nous, on pourrait peut-être utiliser cette technique-là aussi, qui est faite dans telle ou telle ville, et donc progresser dans la proposition qu'on a en bio dans les cantines scolaires. Pour reprendre justement cet exemple de Toulouse et de ses cantines scolaires, si ça avait été traité de manière traditionnelle, on va dire, je sais pas, dans un journal de PQR ou dans un autre média, ça aurait été juste pour dire, Toulouse avait dit que, mais en fait non, elle fait pas bien, et puis c'est pas bien, et puis c'est pas bien, c'est ça? La majorité dit que, l'opposition dit que. Ouais, c'est ça. Alors que vous, du coup, ça se termine pas là-dessus, ça c'est juste l'accroche, et ensuite, par contre, vous dites, voilà comment on pourrait y arriver. Oui. C'est ça, et c'est complémentaire. C'est complémentaire du journalisme traditionnel. Et encore, j'ajouterais autre chose, c'est que parfois même en presse quotidienne régionale, le sujet aurait pu être Toulouse, bonne élève du bio dans les cantines, puisque c'est ce que dit la mairie et qu'on n'a pas le temps de récupérer de réécrire le communiqué de presse qui a été donné par la mairie, donc on s'en contente. Donc c'est intéressant de creuser et de se dire on peut toujours faire mieux. En fait, c'est un journalisme constructif. Petit extrait sonore, tu vas voir, d'un genre totalement différent du travail que tu dois faire au quotidien. Il a été primé par par l'association Reporters d'Espoir, qui est en pointe sur le sujet depuis 15 ans. On écoute. Dans les insectes, qui vient manger vos pommes ? Il y a plein de petites bestioles, dont le plus connu, c'est le ver de la pomme. Et le ver de la pomme, qui s'appelle le Carpocaps, c'est un petit papillon. Et aujourd'hui, nous, le papillon, on le combat en diffusant des phéromones dans les vergers. C'est-à-dire qu'on pratique la confusion sexuelle. Voilà, je vous rassure, sur moi, ça se passe très bien. Mais, et en fin de compte... En même temps, vous êtes troublant, parce qu'il y a ce mélange de barbe et de chevelure très, très féminine. Vous avez tous les sexes sont en vous, Eric. Tout à fait, je confirme. Et en fin de compte, on diffuse l'odeur des femelles dans le verger. Oui. Les mâles n'arrivent pas à retrouver les femelles, et donc il n'y a pas d'accouplement, pas d'œufs, pas de vers. Et pas de traitement non plus sur les pommes. Redites comment ça s'appelle, ça, La confusion sexuelle. C'est formidable. C'est perturbant. Oui, parce que dites voir, Eric. Alors, on était effectivement sur un style un petit peu différent. On sait que Élise aime bien Édouard Baird, mais bon. En tout cas. Oui, évidemment, qui n'aime pas Édouard Baird. Oui, et moi le premier. Et en tout cas, sur le sujet qui est traité, on l'a choisi parce que notamment ça parle d'écologie, et c'est vrai que vous-même, Marine et Delphine, vous êtes à la base, je crois, assez intéressés par les sujets sur l'environnement. Est-ce que le journalisme de solution s'intéresse particulièrement à cette question environnementale ? Alors oui, dans un premier temps, je vais vous répondre oui, parce que effectivement, l'écologie, il y a cette histoire de constructif. En fait, on essaye de faire en sorte que la société survive, avance, progresse. Donc finalement, l'écologie est toute indiquée pour répondre au journalisme constructif. Après, faut faire attention à pas penser que c'est que ça.
parce que en fait, le journalisme de solution peut vraiment être appliqué à tous les domaines. Tu peux nous donner des exemples qui t'ont frappé récemment? Là, récemment, il y a un article, je me rappelle plus du média, mais en fait, c'était un sujet sur l'intégration des personnes réfugiées dans la société allemande. Et en fait, ça, c'est un sujet donc sociétal. Et en fait, il s'avère que après la crise des migrations en 2015-2016, en fait, ils ont réussi en Bavière à bien intégrer une partie de la population réfugiée. Et donc, en fait, ils nous disent comment est-ce qu'ils ont fait. Ils nous disent aussi que il y a des limites à ce système. Mais en fait, ça nous montre une solution dans un sujet qui n'est pas écologique, mais dans un sujet qui est sociétal. Sinon, aux États-Unis, le journalisme de solution parle aussi beaucoup d'éducation. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux éduquer? Comment est-ce qu'on peut faire pour, dans une école, faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale? Comment est-ce qu'on peut... Enfin, en fait, ça peut être vraiment, vraiment tous les sujets. Comment est-ce qu'on peut faire pour que une cour de récréation, il y ait pas avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre? Comment est-ce que... Pas juste faire le constat, mais toujours faire une proposition. Voilà, c'est plus les 5 W, on rajoute comment faire mieux, et maintenant on fait quoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi. Alors, est-ce que cette approche, puisque vous êtes toutes deux pigistes, est-ce que cette approche est difficile à vendre aux médias? Ça dépend. Ça dépend parce que ça a double tranchant. Alors, il y en a qui sont venus nous chercher complètement pour la solution, justement, en nous disant, on se rend compte que des lecteurs en ont marre des mauvaises nouvelles et donc ils veulent des choses aussi constructives. Donc, ils sont venus nous chercher. Donc, pour nous, c'était facile à vendre dans ce sens-là. Qui, par exemple? Médiacité, justement, ils sont venus nous chercher, c'est eux pour ouvrir la branche solution de Médiacité. C'est une rubrique à part chez eux? Alors, c'est pas vraiment une rubrique, mais ils notifient, en fait, ils ont un petit encadré où ils mettent, on a écouté vos recommandations, vos demandes, en mettant du journaliste aussi, plus... Parce que chez eux, ça vient de leurs lecteurs, en fait, qui ont réclamé cette approche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Au-delà de ça, c'est quand même... ça peut être difficile de vendre du journalisme de solution aussi dans un autre sens parce que les plus durs à convaincre restent quand même les journalistes qui sont quand même attachés alors par notre culture, par nos écoles, par je sais pas d'où ça vient exactement, mais à ce côté il faut du sang, il faut des problèmes, il faut plus c'est triste, plus on est un télo. Mais en même temps, les sujets que tu viens de nous évoquer sont des sujets tristes et un petit peu tout à fait. Et puis un petit peu problématiques de toute façon. Oui. Mais c'est juste qu'on va plus loin, en fait. On va plus loin en se disant comment aller mieux, comment faire mieux. Et en fait, voilà, le journalisme de solution, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut être taxé de journalisme bisounours ou confondu avec du journalisme positif. Oui, c'est ça. C'est souvent ce qu'on dit, effectivement. Mais on a le sentiment, alors c'est ce qu'on disait il y a quelques années, le journalisme bisounours, etc. On a quand même le sentiment que ces dernières années, ça change un petit peu la notion de journalisme de solution, à la fois chez les journalistes même, et notamment les plus jeunes, et à la fois chez les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, qui sembleraient effectivement réclamer quand même ce type d'approche. Est-ce que tu sens un petit peu cette évolution ? Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on en a besoin. En fait, je pense que ça vient peut-être de l'écologie, justement, d'une prise de conscience, que ça va mal et que du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour agir. Ça vient aussi, je pense, du travail d'organismes comme le Solution Journalism Network, qui travaille à promouvoir le SOJO en France, le journalisme de solution en France. Toute cette mouvance qui vient des États-Unis. Il y a aussi toutes les journées qui sont organisées par Spark News, en fait, tous les ans, ils organisent Spark News et Reporters d'Espoir une aussi. Une journée avec plein de partenaires qui publient, effectivement, qui publient des articles qui doivent justement répondre aux critères du journalisme de solution. Et en fait, tout ça, je pense, au fur et à mesure essaime. Puis de toute façon, c'est vrai que moi, de ma petite expérience, j'ai toujours entendu ça. J'en ai marre d'entendre des mauvaises nouvelles, et même avant que je connaisse le journalisme de solution. En fait, plein de gens se désintéressent du journalisme parce que ils n'ont pas envie d'avoir trop d'ondes négatives dans leur quotidien. J'ai vraiment cette impression, oui, qu'il y a une nouvelle vague. Enfin, en tout cas, que ça prend, quoi. C'est en ce moment que ça prend, quoi. Et alors, est-ce que tu aurais une émission, un journal qui t'inspire et que tu peux nous recommander? Des questions difficiles. Même peut-être. Je trouve que La Croix, par exemple, ils font souvent du bon journalisme de solution. Le Monde aussi, il y a souvent du journalisme de solution qui revient. Après, ils se prétendent pas comme faisant du journalisme de solution. Ils en font sans le savoir, en fait.
Oui, Ou c'est sans ça, le dire. sans le savoir. Sans le dire, oui. C'est pour ça que je pense que le journaliste de solution a toujours un peu existé, mais on lui a donné un nom il y a pas très longtemps. Voilà. Après, à l'étranger, il y a The Guardian. C'est des journaux sur lesquels on peut lire des bons articles de journalisme de solution. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour, ça va, ouais. Ça va, merci. Toi aussi? Ouais? Pour une enquête sur les centres de rétention? Ouais, ok, ouais, franchement, ça m'intéresse. Pour demain, 10h? Mais ça va pas être facile. Non, disons que j'ai déjà 5 papiers sur le feu, alors... Alors un petit extrait qui vient d'un film consacré à des pigistes, sur un collectif de pigistes. Cet épisode, il est diffusé au moment des 48 heures de la pige, qui est un peu le grand rendez-vous annuel de l'association Profession Pigiste. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est votre démarche en tant que pigiste de créer votre collectif. Ça existe depuis longtemps, depuis toujours peut-être, mais on a envie de comprendre, vous, à quel moment vous avez décidé de créer ce collectif et comment est né Antidote. Vraiment sur l'aspect du collectif, en fait, avec Delphine, on a travaillé en fait dans un hebdomadaire sur la transition éditoriale d'un journal plutôt politique vers un journal de solutions. Et en fait, ça a été une sorte de laboratoire pour nous. Cette expérience, elle nous a montré ce qui comptait vraiment pour nous, c'est-à-dire l'indépendance. Ça nous a montré aussi qu'on voulait avoir du temps pour faire bien notre travail. Et donc, on est retourné à la pige et on s'est dit après, mais comment, enfin voilà, pour ces besoins d'indépendance et tout ça, mais on avait déjà connu la pige et en fait, la pige, c'est pas forcément simple parce qu'on peut être tout seul chez soi, pas forcément d'idées, de sujets tout le temps, avoir peur de présenter ses idées, pas confiance en soi. Et en fait, le collectif, c'est ça, c'est cette envie de solidarité, d'avoir des rendez-vous entre nous pour se relire, pour avoir un second avis, pour confronter nos idées de sujets dans un état d'esprit bienveillant. On s'est posé la question aussi, qu'est-ce qui nous permettrait de faire du bon journalisme, en fait, d'essayer de tendre vraiment à faire du bon journalisme et la structure du collectif nous permettait de faire ce qu'on veut, en fait. C'est pas du tout une structure contraignante, puisqu'on met pas de billes, comme dans un média, on met pas de billes financières. En fait, on dit juste que on est un collectif et après on en fait ce qu'on veut. Et nous, on a décidé, en fait, de faire un collectif où on se voit beaucoup, en fait. On se fait des conférences de rédaction, on se fait... Vous travaillez au même endroit ? Oui, en fait, il y a des moments où on est chacune de nos côtés et puis on se retrouve. On n'a pas encore de locaux, mais on en cherche. On essaie de chacune de se faire progresser en fait dans notre journalisme. Donc ça passe par la relecture, ça passe par se donner des exercices de créativité pour renouveler sa plume. Et comme vous êtes sur les mêmes sujets, il y a pas de concurrence entre vous ? Alors absolument pas, parce qu'en fait, on fait comme dans une vraie conf de rédac, c'est-à-dire qu'on parle des sujets, on les identifie chacune de nos côtés. En fait, on n'est pas du tout sur la même sujet puisque le journalisme de solution peut traiter tous les sujets. Donc en fait, on arrive, on se dit tiens, moi j'ai vu ça, j'aimerais bien faire un sujet sur ça, on en discute. Il y en a une des deux celle qui a sorti l'idée, qui écrit un synopsis, qui le présente à l'autre, qui lui dit c'est bien, mais moi je l'aurais plutôt écrit comme ça. Là on peut comprendre ça comme ça. Et puis après elle va le présenter à une rédaction. Et voilà, c'est chacun de son côté, mais en même temps, on se suit, quoi, on s'épaule pendant tout ce processus. Est-ce que du coup, maintenant, vous avez envie de faire venir d'autres personnes, peut-être pas que des journalistes d'ailleurs, peut-être d'autres compétences autour de l'info? Comment vous voyez les choses? Oui, on a envie de s'ouvrir à d'autres compétences, comme des photographes, des journalistes plus spécialisés dans la data peut-être, des JRI ou ça peut être des développeurs web, ça peut être on est vraiment ouvert à tout ça pour justement la créativité, c'est très important pour nous, ne pas tourner en rond dans son propre métier, c'est très important, toujours se remettre en question et être ouvert à des nouvelles disciplines. Est-ce qu'il y a des modèles de collectifs qui vous inspirent ou est-ce que vous avez fait selon votre inspiration? Alors on a un peu pioché, on s'est surtout demandé ce dont nous on avait besoin. On a des collectifs qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, par exemple les Journalopes qui ont un caractère fort sur le journalisme féministe. Il y en a beaucoup des collectifs de journalisme, mais c'est vrai que nous on s'est dit qu'est-ce que nous on veut en fait. Donc un peu des deux.
Et alors, est-ce que pour terminer, vous avez un conseil ou des conseils à donner à d'autres personnes qui voudraient lancer leur collectif ? Je ne sais pas si, de votre expérience, vous avez pu déjà tirer des enseignements. Déjà, appelez-nous. Non, faut pas hésiter, en tout cas, à essayer de nous joindre si jamais il y a besoin de conseils. Mais je pense qu'en tout cas, on peut réapprendre à se faire confiance. On a un métier où c'est en pleine crise. Et en fait, je pense que c'est important d'apprendre à faire confiance à ceux qui vivent la même galère de métier que nous et voilà, d'apprendre à partager son réseau, d'apprendre à partager toutes ces choses. Ça nous fait grandir, en fait, de s'ouvrir et ça nous rend meilleurs journalistes, je pense. Merci beaucoup Marine. Merci à vous. C'était très sympa de t'avoir en direct de Toulouse avec Delphine pas très loin. Quant à nous, si vous nous écoutez dans votre casque, n'hésitez pas à aller mettre des étoiles, des commentaires, à nous contacter sur la page dinkyo.com/podcast. Salut Élise. Salut Jean-Baptiste. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Aparté.